Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons à présent voir un aspect plus détaillé concernant les vaisseaux et les nerfs des parois de l'abdomen. Je vous rappelle que nous en avions vu quelques éléments en tout début lors de l'organisation générale de ces parois. Nous allons pour cela refaire quelques petites vues et tout d'abord rappeler que d'un point de vue artériel, nous allons trouver les artères intercostales qui naissent donc au niveau de l'aorte thoracique, puis ce seront les artères lombales qui vont naître au niveau de l'aorte abdominale. Donc ici, très schématiquement, nous représentons le système aortique, nous allons avoir à intervalles réguliers la naissance d'artères intercostales au-dessus du diaphragme jusqu'à la 12e, avec un tronc pour les premiers espaces intercostaux qui va remonter. Voici cet aspect métamérique qui va nous mener jusqu'à la 4e artère lombale. Donc, nous allons trouver 12 artères intercostales, proprement dites, puis 4 artères lombales, et puis la 5e lombale, mais qui, elle, correspond aux parois du pelvis, va naître de l'artère sacrale médiane. Donc, ces artères intercostales qui naissent ici directement de l'aorte abdominale, et ensuite 4 artères lombales, droite et gauche. Donc ça, c'est le système artériel classique, et donc qui est métamérique. Et nous allons trouver également des veines. Ces veines vont se drainer dans les veines intercostales, mais là, vous vous souvenez que le système est beaucoup plus complexe, puisque les veines intercostales ne se jettent pas dans la veine cave inférieure ou la veine cave supérieure directement, mais par l'intermédiaire des veines azygos et hémiazygos. Donc il y a là un système différent. Ce sont ces veines azygos et hémiazygos qui vont ici former, c'est juste un petit rappel schématique, avec hémiazygos accessoire ici, donc du côté droit, du côté gauche, le système azygos, un tronc qui viendra intercostal supérieur ici, qui viendra drainer les premières veines, et puis ces veines intercostales viennent ici se jeter dans la veine azygos du côté droit et le système hémiazygos du côté gauche, avec le système hémiazygos qui rejoint le système azygos. Vers le bas, au niveau abdominal, c'est ce qu'on appelle la veine lombaire ou lombale ascendante. La veine lombale ascendante qui draine ici les veines lombales à droite et à gauche. C'est un système, encore une fois, complexe qui s'explique notamment par région embryologiquement plus précoce. Donc, on est là dans le système azygos. Donc, c'est déjà ici une première différence. Ça ne se jettera pas dans l'équivalent de l'aorte. C'est une particularité. Mais nous trouvons cet aspect métamérique. Nous en avons vu les éléments, notamment aussi au niveau de l'espace intercostal. Au niveau de l'espace intercostal, je vous rappelle, puisque nous avons bien là quelque chose de métamérique, simplement les côtes ont disparu ou se sont réduites au niveau de l'abdomen. Eh bien, dans l'espace intercostal, je vous rappelle, nous avons ici une côte, puis nous avons la côte ici sous-jacente, donc section ici des côtes, et dans l'espace intercostal, nous allons trouver entre les couches musculaires et dans l'espace intercostal, nous allons trouver un pédicule qui sera constitué d'une artère intercostale, qui vient donc de l'aorte, qui sera constitué de en général deux veines intercostales, qui, elles, vont aller dans le système azygos, et ceci va se répéter, bien sûr, suivant les niveaux, et le nerf intercostal qui sera dans une position variable suivant qu'on est en arrière ou en avant de l'espace, et donc pédicule ici intercostal que nous trouvons au niveau de la paroi thoracique. Donc ici nous retrouvons bien sûr ces éléments mais modifiés par l'absence des côtes. Ça c'est le côté intercostal.
Donc nous allons retrouver cela, et les nerfs vont être aussi légèrement modifiés par le fait qu'il y ait eh bien, la présence du plexus lombal qui réunit des racines. Nous allons tout d'abord faire une première vue que nous avions déjà évoquée, qui sera la vue artérielle. Donc pour cela, nous allons faire un hémi-thorax, ici de façon très schématique. On a vu le thorax en détail par ailleurs. Voici ici cet hémithorax, la première côte, le manubrium sternal, puis ici la région donc sternale, médiane, puis nous allons mettre ici la région de la crête iliaque, des épines iliaques antérieures et supérieures, la région du ligament inguinal qui marque la limite entre le tronc et le membre inférieur, en l'occurrence c'est la région du trigone fémoral, et ici nous arrivons sur la région symphysaire pubienne. Nous allons avoir la ligne blanche ici, la région de l'ombilique qui se projette au sommet des crêtes iliaques, c'est-à-dire au-dessus des épines iliaques antérieures et supérieures. Puis ici, nous pouvons mettre les contours de cette paroi abdominale. Nous avons un système supérieur qui va être maintenant en avant, qui va venir compléter les artères intercostales. Donc voici ici ce système supérieur qui va correspondre à l'artère thoracique interne qui descend à la face interne du thorax sur le plastron costo-sternal, artère thoracique interne qui est une branche de l'artère subclavière. Elle n'est en général au même regard que l'artère vertébrale qui va monter. Donc artère thoracique interne, cette artère thoracique interne, elle est collée, comme on l'a vu dans le cours sur le thorax, elle est collée contre le sternum et le plan osseux ostéomusculaire antérieur et peut être utilisée notamment pour des pontages. Donc on la dérive et on va la mettre sur une artère coronaire qui était bouchée à son origine. Donc cette artère est utilisée pour les pontages puisqu'on est tout proche. Ici, bien sûr, on est en avant de la poche et du sac péricardique. Nous allons franchir le diaphragme au niveau de la fente de l'arrêt, comme nous l'avons vu, et à ce niveau-là, l'artère va donner deux branches, une branche musculo-phrénique qui longe le bord inférieur du thorax, artère musculo-phrénique, donc c'est bien musculo, le diaphragme, phrénique désigne aussi le diaphragme, et la deuxième branche est l'artère épigastrique supérieure. Donc ceci, nous l'avions évoqué, artère épigastrique supérieure. Cette artère épigastrique supérieure passe donc dans la fente de l'arrêt que nous avons évoqué, artère épigastrique supérieure ici. Donc la thoracique interne vient donner l'artère épigastrique supérieure. Et ceci chemine dans la gaine du muscle droit de l'abdomen, nous reverrons cela avec des coupes, dans la gaine du droit de l'abdomen, en arrière du muscle, et va donner des branches perforantes pour l'avant. Et vers le bas, eh bien, nous allons trouver au contraire l'artère épigastrique inférieure, qui est née, nous l'avons vu, de l'artère iliaque externe. Nous l'avons vu notamment avec les points faibles de la paroi abdominale et avec le canal inguinal. Voici ici cette artère épigastrique inférieure qui remonte, elle, pour aller dans la gaine du droit et venir former des anastomoses avec les branches de l'artère épigastrique supérieure. Donc voilà ici ces deux apports supérieurs et inférieurs au niveau de la paroi antérieure de l'abdomen et qui viennent compléter le système intercostal, paroi antérieure. Et nous avons ici maintenant le système intercostal. Donc au niveau thoracique, les artères intercostales, les premières artères intercostales vont être effectivement ici complètes et venir rejoindre en avant la thoracique interne et donc l'alimenter. Donc il y a une alimentation par la subclavière et par les intercostales, donc des arcs complets. Mais au niveau abdominal, les artères lombales, elles, ne vont pas aller jusqu'au niveau médian, c'est-à-dire que les artères suivantes, ici, vont s'arrêter assez précocement et se répartir dans la paroi. Donc il n'y a pas des arcs aussi marqués
qu'auparavant, la métamérie est simplifiée et transformée. Ceci parce que la gaine du droit forme en quelque sorte aussi une barrière pour l'anastomose des éléments. Donc épigastrique supérieure qui vient de la subclavière par le biais de la thoracique interne et épigastrique inférieure qui vient de l'artère iliaque externe. Donc système qui est relativement modifié et nous allons voir ça d'un point de vue topographique à présent. Et le dernier point que nous allons rappeler et que nous avions effectivement vu également, si nous prenons les nerfs, nous refaisons ici une vue un petit peu similaire pour les nerfs avec les contours ici du thorax et puis la région donc des épines iliaques, la région symphysaire pubienne, le ligament inguinal donc qui est un renforcement du bord inférieur de l'aponévrose de l'oblique externe, la ligne blanche, ici l'ombilic. Et à présent, nous avons des nerfs, donc bien sûr, ce ne sont pas des tuyaux, et les nerfs, eux, ne présentent pas du tout le même système donc de véhiculer un liquide, et les anastomoses seront de type différent. Ce qui fait que nous allons trouver ici les muscles, les nerfs intercostaux, qui sont tous obliques comme est l'obliquité des espaces intercostaux. Et donc, à partir du 6e ou 7e, nous allons avoir des muscles, des nerfs intercostaux, ici donc 7e, 8e, 9e, 10e qui arrive au niveau de l'ombilic, 11e, 12e qui est le nerf subcostal qui est au-dessus de la symphyse, puis c'est le nerf ilio-inguinal qui va donner une branche pour la région inguinale et qui vient de L1, L2. Je ne reviens pas sur les autres branches au niveau du trigone fémoral. Donc nous retrouvons ici parfaitement cet aspect métamérique que nous avions évoqué et il paraissait important de le reprendre ici. Donc nous avons bien ici 7, 8, 9, 10 au niveau de l'ombilic, 11, 12, ça s'appelle aussi le nerf subcostal, puisqu'il n'y a plus de côte en dessous, ce n'est pas un nerf intercostal proprement dit, il n'y a pas d'autre côte, donc on l'appelle aussi le nerf subcostal, et ici, le nerf ilio-inguinal, et ceci bien sûr des deux côtés. Quand on regarde cela, on a l'impression d'avoir quelque chose d'extrêmement métamérique. En pratique, il existe des anastomoses entre ces nerfs, et on considère que pour avoir une paralysie du droit de l'abdomen, qui est donc innervé au bout, il faut au moins 3 nerfs coupés. Donc si vous coupez ici par une incision 3 nerfs, votre muscle droit de l'abdomen continuera à fonctionner parce qu'il y a des anastomoses. Et la notion de pédicule vasculo-nerveux qui était très clair au niveau intercostal ne va plus se retrouver ici au niveau de la paroi abdominale puisque nous voyons qu'il y a un système différent, notamment par ce système épigastrique antérieur. Donc voilà ces points. Nous pouvons aussi rappeler en voyant cette figure qu'il existe une atteinte spécifique des nerfs qui est par exemple le zona. Donc le zona qui est un virus qui va avoir une localisation nerveuse et une expression régulière. Le plus fréquent, c'est le zona intercostal. Donc ça va se manifester par une douleur, des vésicules, un aspect rouge, brûlant au niveau du trajet d'un nerf intercostal donné, un seul en général, et donc vous allez avoir une bande oblique qui sera en général thoracique. Mais il existe des zonas abdominaux et ce sera simplement un nerf intercostal placé plus bas. Donc ça peut être sur l'ensemble du trajet du nerf ou que sur une partie du trajet. Donc par exemple ici vient apparaître dans la région ombilicale une bande rouge avec des vésicules et douloureuse, qui n'est pas obligatoirement sur toute la longueur du nerf, et ce sera un zona du 10e nerf intercostal. Donc ici, ces nerfs intercostaux, et vous voyez encore une fois ce qui est particulier, c'est que d'un point de vue artériel et veineux, eh bien, nous avons des artères intercostales pour le thorax, puis ici
nous avons des artères lombales, notamment, qui naissent ici de l'aorte, et le système épigastrique, alors que d'un point de vue nerveux, c'est que le système intercostal qui prend en charge toute la paroi, et donc innervation motrice, c'est-à-dire en arrière une partie du psoas, le carré des lombes, puis les trois muscles larges, oblique externe, oblique interne, transverse, et le muscle droit de l'abdomen. Alors, nous allons maintenant revoir cela d'un point de vue topographique, en reprenant une coupe que nous avions faite la première fois de manière générale, mais en la complétant avec le trajet des nerfs. Donc, volontairement, pour pouvoir voir les nerfs, nous allons faire quelque chose où les muscles seront peu épais pour pouvoir avoir de l'espace pour les nerfs et en plus écarter ces muscles. Donc, sur cette coupe, nous allons commencer par une coupe qui sera une coupe oblique, oblique au niveau de la paroi de l'abdomen. En effet, et on le reverra en un deuxième temps, si on fait une coupe horizontale, eh bien, on ne pourra pas suivre un nerf. C'est la même chose pour un espace intercostal. Donc c'est assez rare en anatomie qu'on fasse des coupes obliques. Si on veut voir un nerf sur toute sa longueur, il faut bien faire ici une coupe oblique, suivant l'obliquité des nerfs et des espaces intercostaux. Donc c'est ici cette coupe oblique donc, qui est rare en pratique. On fait toujours des coupes dans les trois plans de base. Nous allons trouver ici en arrière une vertèbre lombale, tout en rappelant qu'elles vont avoir un volume extrêmement marqué par rapport à la taille de l'abdomen, aller jusqu'à la moitié de l'épaisseur. Nous allons trouver ici un foramen vertébral qui sera triangulaire, puis suivant le niveau, ici c'est un petit peu schématique, nous allons trouver la région des processus costiformes, puis vers l'arrière nous tomberions obligatoirement sur les systèmes articulaires, mais je n'entre pas dans le détail, donc on ne peut pas être sur une seule vertèbre, ici on sera obligatoirement sur deux vertèbres, puis le processus épineux. Donc avec ici une articulation, mais je n'insiste pas sur ces éléments. Donc voilà ici le plan vertébral. C'est une coupe qui est théorique, on pourrait dire qu'elle passe au niveau de L2, mais elle est surtout, L2 ou L1, elle est surtout oblique. Nous allons trouver ensuite eh bien, les muscles paravertébraux que je vais simplifier ici. Muscles paravertébraux, il y a plusieurs couches, une couche qui est vraiment dans la gouttière vertébrale proprement dite, et puis une couche qui s'étend plus latéralement et qui va aussi s'insérer sur les processus costiformes. Donc nous sommes ici sur les muscles érecteurs spinaux, qu'on appelait aussi les muscles érecteurs du rachis, muscles érecteurs spinaux, on dit parfois aussi muscles spinaux tout court, qui sont très importants, puisque nous l'avons vu qu'au niveau de la paroi abdominale, il n'y a que la colonne, et donc il faut ces haubans musculaires, ces renforcements, pour pouvoir avoir une stabilité correcte. La stabilité est vraiment due à cet engainage musculaire. Il existe, et nous l'avions dit également, un fascia épais pour ces muscles, fascia épais, qui est le fascia des muscles érecteurs spinaux, que je représente ici, là aussi, de façon très schématique. Puis, nous allons pouvoir placer vers l'avant la région des muscles droits. C'est une coupe oblique, je le rappelle. Donc muscle droit avec donc la ligne blanche qui sera au milieu, et ce sont donc deux rubans musculaires plus ou moins larges suivant le niveau. Je représente ici le côté droit et l'amorce du côté gauche. C'est une orientation internationale, c'est-à-dire que les pieds sont bien vers vous et que la tête est derrière, ce qui fait que nous avons ici la gauche et l'avant vers le haut. Les pieds vers vous, la tête derrière, c'est ce qu'on fait comme coupe tous les jours en imagerie, en scanner ou en IRM par exemple. Ces muscles droits de l'abdomen sont donc placés dans une gaine que nous pouvons ici indiquer, et je mets volontairement un petit peu d'espace. En pratique, il y en a bien sûr beaucoup moins. Gaine du droit de l'abdomen, et les deux gaines des deux côtés viennent s'intriquer pour former la ligne blanche,
ligne blanche qui sera plus ou moins large suivant le niveau, comme nous l'avions vu. Donc voici ces éléments avec la gaine des droits de l'abdomen et où on a laissé volontairement un petit peu d'espace dans la gaine. Puis nous allons pouvoir placer vers l'arrière une autre colonne musculaire verticale qui est le muscle iliopsoas. Muscle iliopsoas qui s'insère sur les corps et sur les processus costiformes, laissant en profondeur de lui une zone dégagée qui correspondra à la situation notamment du plexus lombal. Donc le plexus lombal est en profondeur du muscle psoas, muscle psoas qui présente un fascia important, ce fascia étant le fascia iliaca qui va descendre jusqu'au niveau de la terminaison, au niveau du petit trochanter. Puis, nous allons maintenant pouvoir placer effectivement ces éléments nerveux. Donc voici ici la région du plexus lombal et ou des nerfs intercostaux. En l'occurrence, le nerf subcostal, le 12e, et L1, qui vont former, la racine L1, qui vont former le nerf ilio-inguinal que nous avons vu, qui est donc ici T12L1. Donc ici des éléments nerveux et qui vont venir se répartir vers les régions, comme nous le verrons, et comme pour un muscle intercostal. 3 couches de muscles larges, en périphérie, et je les mets donc plus fins qu'en réalité, et en les espaçant pour que l'on puisse voir les autres éléments. Eh bien, en périphérie, nous trouvons ici le muscle oblique externe, que je mets en rose. Muscle oblique externe que voici. Muscle oblique externe, muscle large, donc que nous avons étudié. Puis, nous allons trouver son aponévrose, son tendon, qui vient donc participer au feuillet antérieur de la gaine du droit. Puis, nous trouvons épais, nous l'avons dit, nous trouvons le muscle oblique interne, qui est de même niveau, en quelque sorte, que le muscle droit de l'abdomen. Voici l'oblique interne, qui est donc la 2e couche, et qui est le plus épaisse, qu'on va quand même ici représenter sur cette vue, et j'en redonnerai l'application dans un moment. Voici l'oblique interne. Alors effectivement, on n'a peut-être pas pris exactement les mêmes couleurs, on avait sans doute pris du bleu pour l'oblique interne. On intervertit ici. Et enfin, le dernier, et là, nous allons laisser volontairement de l'espace, c'est le muscle transverse. Le muscle transverse qui est donc le plus profond, et je laisse de l'espace avec le précédent. Il est plus profond, mais il est aussi de nouveau plus fin. Voici le muscle transverse. Au point de vue aponévrotique, eh bien, le muscle oblique interne vient se dédoubler par son tendon pour participer au feuillet antérieur et au feuillet postérieur de la gaine du droit. Et le transverse, lui, son aponévrose, son tendon aplati, vient former le feuillet postérieur comme nous l'avons vu. Nous pouvons encore placer vers l'arrière un muscle qui sera caractéristique de la région, qui est le muscle carré des lombes, ici, donc aplati, muscle carré des lombes. Et enfin, tout à fait en superficie en arrière, nous aurons, suivant le niveau, eh bien, un morceau de l'aponévrose, le tendon, et puis le corps du muscle grand dorsal, très aplati ici, et qui vient, suivant le niveau, plus ou moins recouvrir le muscle oblique externe. Donc voici cette situation musculaire, et nous allons maintenant placer encore le plan cutané, sillon médian du ventre. Le sillon latéral du ventre, c'est le bord latéral du droit de l'abdomen. Et puis ici, nous avons la couche cutanée autour des muscles, sillon lombaire, sillon médian du dos. Il existe un fascia qui vient se confondre avec la gaine. Ce fascia, c'est le fascia superficialis qui tapisse ici le muscle oblique externe.
Nous avons maintenant les éléments nécessaires pour faire la mise en place des vaisseaux et des nerfs. Eh bien, si nous commençons par les artères, nous allons bien sûr avoir des branches qui vont naître ici de l'aorte, aorte abdominale, qui va envoyer des artères lombales. Nous l'avons dit, elles ne vont pas aller jusqu'en avant, elles vont cheminer ici dans le plan musculaire. En avant, nous allons trouver ici l'artère épigastrique. Suivant le niveau, c'est l'artère épigastrique inférieure ou l'artère épigastrique supérieure. C'est le réseau épigastrique accompagné de veines qui, elles, sont en général beaucoup plus plexueuses, donc qui forment des plexus veineux. Donc ça, c'est le tronc artériel antérieur. Et entre les éléments postérieurs et antérieurs, eh bien, on va trouver des petites ramifications qui vont se faire de façon assez plexiforme dans le plan musculaire. Pour ce qui est, donc on ne retrouve pas l'aspect intercostal avec un arc artériel complet, ce sont des anastomoses entre ces systèmes. Pour ce qui est du système nerveux, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus superposable à ce qu'on a vu au niveau intercostal, puisque le nerf est continu. C'est différent au point de vue fonction. Donc, nous allons trouver ici la naissance de l'équivalent d'un nerf intercostal. C'est un nerf intercostal, je ne donne pas le niveau, puisque c'est une coupe, on va dire, un peu moyenne. Ce nerf intercostal, je vous rappelle, est mixte. Il est moteur et sensitif. Et il va, d'un point de vue moteur, innerver ce qui est au voisinage, en l'occurrence, ici, le psoas. Et ce nerf intercostal va donner deux branches, une branche ou rameau postérieur qui va venir innerver d'un point de vue moteur les muscles érecteurs spinaux et qui va perforer le fascia pour donner des rameaux cutanés pour une bande de peau qui est de chaque côté de la ligne médiane des processus épineux sur environ 3 travers de doigts, 3 à 4 travers de doigts, donc en arrière. La prise en charge sensitive de la peau, c'est la branche postérieure ici du nerf intercostal ou rameau postérieur, qui est bien mixte, ce rameau postérieur, moteur pour les muscles érecteurs spinaux et le psoas, et pour les muscles érecteurs spinaux surtout, et sensitif pour la peau de la région. Puis, ce nerf intercostal, maintenant par son rameau antérieur, va venir s'engager entre le transverse et l'oblique interne. Et c'est tout l'intérêt ici de cette coupe oblique, c'est de pouvoir suivre sur toute sa longueur le nerf intercostal, qui est donc ici le nerf moteur et sensitif de toute la paroi abdominale antérolatérale. Donc nous sommes là sur le nerf intercostal, en rappelant que nous ne pouvons le voir ici sur toute sa longueur que par le principe qu'il s'agit là d'une coupe oblique, donc suivant l'axe du nerf intercostal et des espaces intercostaux. Donc voici ici ce nerf qui va donc cheminer entre l'oblique interne et le transverse, c'est-à-dire de manière relativement profonde. Ce nerf va, vers l'avant, venir perforer la gaine du droit, ici, perforer la gaine du droit, se retrouver donc contre le muscle et donner les nerfs moteurs, donc de manière étagée, les nerfs moteurs du droit de l'abdomen. Mais également, nous allons trouver des branches sensitives. Donc ici, tout le long, bien sûr, branche motrice pour l'oblique interne, oblique externe et transverse, à intervalles réguliers. Nous allons trouver des branches sensitives. Ces branches sensitives vont être des rameaux qu'on appelle des rameaux perforants. C'est la même chose qu'au niveau, finalement, intercostal. Nous allons trouver un rameau perforant latéral qui va ici venir perforer donc oblique interne
et oblique externe et le fascia superficialis et venir prendre en charge ici la peau de la partie latérale de l'abdomen, rejoignant ensuite la branche cutanée du rameau postérieur. Donc ici, c'est un rameau cutané purement sensitif. Donc nerf mixte, rameau moteur pour le transverse oblique interne, oblique externe. Ici, le nerf perforant cutané latéral, donc nerf perforant latéral, qui est donc lui purement sensitif. Et puis, nous allons trouver, comme au niveau intercostal d'ailleurs, venant ici de la partie toute antérieure, des rameaux perforants antérieurs qui en général vont être de chaque côté du muscle droit de l'abdomen. Donc ici, les parties sensitives qui perforent le fascia de chaque côté du droit de l'abdomen. Voici ces rameaux perforants antérieurs. Donc ici, nerf perforant antérieur, ou rameau cutané perforant antérieur, pour la peau de la région. Donc, nous voyons qu'il y a 3 bandes cutanées, en quelque sorte. Il y a une bande cutanée antérieure par le nerf perforant antérieur, ici toute une bande latérale par le nerf perforant latéral, et ici le nerf perforant postérieur qui vient de la branche postérieure ou rameau postérieur du nerf spinal. Et ceci donc de façon répétitive. Alors bien entendu, cela va avoir un certain nombre d'intérêts, notamment en anesthésie. On va pouvoir faire des infiltrations ou des blocs qui seront très intéressants en pratique. On peut le faire à l'aveugle. Ça s'est fait souvent à l'aveugle. On peut le faire à différents niveaux, soit au niveau tout à fait ici de l'origine postérieure, soit au niveau latéral, soit au niveau antérieur, ce qu'on appellera un bloc des droits. En pratique, on s'est rendu compte que la fiabilité n'était pas très bonne à l'aveugle, et donc à l'heure actuelle, il est recommandé de faire ces injections et blocs, qu'on appelle aussi des blocs TAP, de transversus abdominis, des blocs TAP, de les faire de manière éco-guidée. Donc, on va faire une échographie, et dans l'échographie, en échographie, on va très bien voir les éléments, puisqu'on a la peau qui est avec clair, donc on a quelque chose de très marqué. Puis, on a du tissu adipeux, donc qui est peu échogène, les muscles le sont, et on va avoir chaque fois du tissu adipeux entre les muscles. Plus quelqu'un a de tissu adipeux, est gras entre guillemets, et mieux on verra les éléments. Ce qui fait qu'en échographie, on va avoir ici la ligne cutanée, puis on aura la ligne du fascia avec le muscle oblique externe, puis on aura le muscle oblique interne qui lui sera épais, donc ce sera vraiment qui va apparaître en isosignal, en grisé, puis le transverse, et puis on sera dans la cavité abdominale. Ça veut dire qu'on a bien ici l'oblique externe en échographie, l'oblique interne, le transverse, et donc on saura qu'il va falloir effectivement s'arrêter dans la progression de l'aiguille. Il faut s'arrêter ici, dans l'espace, entre l'oblique interne et le transverse, et là, vous allez pouvoir mettre votre produit anesthésique, donc c'est une anesthésie loco-régionale, bloc ou infiltration, au contact du nerf. Sinon, vous avez toutes les chances d'être dans un muscle ou d'être carrément déjà dans la cavité abdominale. Donc ceci est quelque chose qui est très utilisé. Ceci rejoint bien sûr aussi donc, le fait qu'on a dit qu'il y ait des anastomoses, c'est-à-dire que quand on va faire des incisions, on va a priori plutôt faire des incisions qui vont être également obliques et non pas des incisions qui vont être verticales. Malgré tout, je vous rappelle qu'une incision verticale, jusqu'à 3 niveaux, il n'y a pas de problème. La seule incision verticale que l'on fait, classiquement, c'est l'incision médiane, de la laparotomie médiane, puisque là, on passe entre les muscles droits, et donc on ne touche pas à l'innervation et on ne touche pas aux muscles. Nous allons reprendre cela en faisant maintenant une vue similaire, mais en faisant une coupe horizontale, coupe axiale. Et pour montrer justement la situation
coupe horizontale pour montrer la situation réelle, puisqu'en pratique, en imagerie, on fait très rarement de l'imagerie oblique. Ça, c'est pour comprendre le système et c'est vraiment superposable avec ce que nous avons vu pour le nerf intercostal. Nous allons donc maintenant faire une coupe horizontale et à présent, volontairement, choisir une zone. Donc ça, c'était la coupe A, qui est la coupe oblique, pour voir les vaisseaux et les nerfs. Donc la coupe A ici, oblique. Et maintenant, nous allons faire une coupe B. Et cette coupe B, nous allons volontairement la faire dans une région thoraco-abdominale. C'est ça qui sera intéressant. On va la faire à peu près au niveau de L1 ici. Donc nous aurons bien une partie costale, puis une partie abdominale. Donc là aussi, c'est une coupe qui est schématique pour montrer le principe général, et non pas, donc coupe B ici, et non pas quelque chose d'extrêmement précis. C'est une moyenne, en quelque sorte, sur plusieurs niveaux. Qu'allons-nous trouver? Eh bien, nous allons trouver ici de nouveau un corps vertébral qui sera de type thoraco-lombal, jonction. Puis ici, la région transversaire, les lames, processus épineux. Je ne re-rentre pas dans le détail vertébral, c'est vraiment ici extrêmement sommaire et schématique. Il y a bien sûr toujours ici ces gouttières vertébrales, et puis vers l'avant, nous avons donc la paroi, en rappelant que le thorax, ce n'est pas un tonneau, le thorax est quelque chose d'aplati. Donc nous n'avons pas un thorax qui est rond comme ça, comme certains animaux pourraient l'avoir avec la colonne, mais nous avons bien quelque chose qui est aplati, ce qui nous permet de nous coucher sur le dos, ce que beaucoup d'animaux ne peuvent pas. Un chien ne peut pas se coucher à plat sur le dos. Nous, on a un dos qui est plat parce qu'on a ces gouttières ici vertébro-costales. Donc, ce qui va être particulier sur cette coupe, c'est que nous allons trouver des côtes, puisque les côtes sont obliques vers le bas et l'avant. Donc nous aurions par exemple ici la 12e, puis la 11e, on pourrait mettre ici le 10e arc, et par exemple le 9e arc ici. C'est un exemple. Nous coupons donc des côtes, c'est-à-dire que nous sommes dans cette région ici, qui est donc costo-abdominale, et nous passons là, à la fois dans une région costale et une région abdominale. Donc, nous trouvons d'abord une région intercostale. Dans cette région intercostale, je ne reviens pas sur le détail des 3 couches musculaires, des 3 muscles intercostaux externes, internes ou moyens et intimes, mais il y a bien sûr là les muscles intercostaux qui viennent fermer ces éléments avec donc 3 couches. Puis, nous allons pouvoir placer sur cette partie thoracique le fascia endothoracique et le fascia exothoracique. Fascia endothoracique, ici, le fascia exothoracique. Et maintenant, nous sommes là sur l'ouverture inférieure du thorax. Sur l'ouverture inférieure du thorax, et donc ici, nous allons être dans la paroi abdominale, c'est-à-dire qu'en avant, nous allons ici avoir le muscle droit de l'abdomen, plus ou moins large suivant le niveau, la région de la ligne blanche. Donc voici ici les muscles droits de l'abdomen. Nous avons la gaine que je vais laisser de nouveau plus ouverte, plus large qu'en réalité. En réalité, il n'y a pas d'espace comme cela. La ligne blanche, entrecroisement des fibres des deux côtés, et je laisse un peu d'espace ici, donc en arrière, dans la gaine, pour pouvoir dessiner, on va dire, les nerfs et les vaisseaux. Voici ici la gaine du droit de l'abdomen, la ligne blanche sur la ligne médiane. Et à cette partie haute, eh bien, nous trouvons une partie de la paroi abdominale musculaire antérieure qui va être de plus en plus large, c'est-à-dire les côtes, elles, sont de plus en plus courtes. Et nous avons donc là, en surcostal, nous avons bien le muscle oblique externe qui vient s'insérer ici sur la face externe des côtes, oblique externe. Cet oblique externe, son tendon, son aponévrose, vient former le feuillet antérieur de la gaine du droit de l'abdomen. Puis, nous allons trouver de même niveau que la côte
nous allons trouver l'oblique interne qui est épais et qui vient s'insérer donc exactement de même niveau que le thorax donc, et que la côte sur le rebord inférieur. Voici l'oblique interne qui est épais, le plus épais. Et donc on l'a dit, c'est important en échographie pour repérer notamment l'espace où il faut injecter un produit anesthésique. Et bien entendu, entre il y a du tissu adipeux, plus il y a de tissu adipeux, puis mieux vous voyez les éléments musculaires qui n'ont pas du tout la même écogénicité. Donc l'oblique interne qui se dédouble par son tendon aponévrose, tendon aplati, pour former feuillet antérieur et feuillet postérieur de la gaine du droit. Et en profondeur, nous aurons ici, et je laisse un peu d'espace volontairement, nous aurons ici le muscle transverse qui, par son tendon aplati, c'est-à-dire aponévrose du transverse, vient former le feuillet postérieur de la gaine du droit. Nous pouvons, sur cette vue, dessiner également, on va le faire très rapidement et sommairement, nous allons dessiner, si je trouve la bonne couleur, pas sûr, ça, voilà. Nous allons dessiner ici les muscles érecteurs spinaux en étant extrêmement schématique ici. Voilà les muscles érecteurs spinaux. Nous pouvons dessiner ensuite l'origine du diaphragme. Nous serons là sur les piliers, qui seront à la fois des piliers musculaires et tendineux. Voici la partie tendineuse. Sur une section, ça forme un petit nodule qui peut parfois être confondu à tort comme une adénopathie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement classique et que ces piliers qui sont fibreux en coupe donnent l'impression d'avoir une adénopathie. Et qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, nous allons trouver le diaphragme. Le diaphragme, lui, il vient s'insérer au rebord inférieur du thorax, c'est-à-dire ici, voilà l'ouverture du thorax, et voici ici le diaphragme. Donc j'écarte volontairement de la paroi. Voici le diaphragme qui vient s'insérer et qui va venir aller jusqu'au niveau ici du pilier du diaphragme, la même chose de l'autre côté. Donc voilà le diaphragme. Et donc sur cette vue, nous avons là la complexité de cette jonction thoraco-abdominale, et c'est en fait l'ensemble du tronc. Et plus nous descendons, bien sûr, moins il y aura de côte et moins il y aura de diaphragme. Plus nous montons, plus il y aura de côte, et puis on sera au-dessus du diaphragme à un moment donné. Donc là, on est sur le diaphragme. Et nous pouvons donc placer, dans le récessus costodiaphragmatique, ici, nous pourrions placer de la plèvre, nous sommes là, dans le récessus costodiaphragmatique, ce qui veut bien dire que quand on donne un coup de couteau ici en intercostal, bas, eh bien, on peut avoir une plaie thoraco-abdominale. De même, quand on va faire certaines ponctions, par exemple une ponction biopsie du foie, eh bien, on va aller dans le foie, mais en traversant l'espace pleural et en traversant le diaphragme. C'est pour ça qu'on va demander aux gens de ne pas respirer, parce que quand on va piquer ici pour rentrer dans la cavité abdominale, on traverse l'espace ici pleural et le diaphragme. Donc voilà ces éléments, et nous voulions maintenant surtout évoquer les vaisseaux et les nerfs. Donc nous allons retrouver en arrière toujours l'aorte abdominale qui vient donner ses branches lombales, puisqu'on est au niveau abdominal, et l'ensemble serait récupéré par les systèmes azygos et en particulier les veines lombales ascendantes pour l'équivalent veineux. Et en avant, nous sommes là sur l'artère épigastrique inférieure et les deux veines épigastriques inférieures qui cheminent dans la gaine du droit. Entre, ce sont des anastomoses, il n'y a pas quelque chose de bien constitué. Alors, sur une telle coupe horizontale qui est classique, nous allons encore placer le plan cutané en superficie ici. Eh bien, nous allons trouver les éléments sectionnés et non pas sur l'ensemble de leur trajet. C'est-à-dire que nous allons trouver ici, à chaque niveau intercostal, nous allons trouver le pédicule, artère, veine et nerf.
ici artères, veines et nerfs à chaque espace, mais qui seront maintenant coupés ici de façon transversale. Artères, veines et nerfs intercostales, on ne les suit plus sur leur trajet. Et on peut rajouter ici le nerf. Voilà le nerf. Donc ça, c'est sur une coupe horizontale, axiale, classique, que l'on ferait en scanner ou en IRM. Si nous allons maintenant sur la paroi abdominale, nous l'avons dit, pour les artères, eh bien, ça va être des branches ici du système épigastrique supérieur et inférieur qui vont se ramifier, des branches lombales qui vont se ramifier et s'anastomoser dans un réseau qui n'est pas vraiment systématisé, qui est beaucoup plus libre qu'au niveau intercostal. Et au point de vue nerveux, eh bien, nous allons couper ici, par exemple, un ou deux nerfs intercostaux qui vont donc être placés entre l'oblique interne et le transverse. Voilà la situation de ces nerfs. Et c'est là où il faudra aller les chercher pour faire une infiltration ou un bloc. Et si l'on regarde maintenant ce qui se passe au point de vue rameau cutané, eh bien, nous aurions ici, avec un peu de chance, nous pourrions passer dans un rameau perforant latéral. Et ici, avec un peu de chance, nous pourrions passer dans des rameaux perforants antérieurs, donc de chaque côté du droit de l'abdomen, rameaux perforants antérieurs, que l'on pourrait ici voir arriver. Donc pour montrer cette difficulté entre l'aspect classique intercostal et l'aspect sur une coupe abdominale de cette vascularisation, mais c'est bien sûr important en pratique. Nous allons terminer par trois petits points concernant des régions plus superficielles. On va encore peut-être juste montrer une petite chose. Si l'on faisait une coupe encore plus basse, si on fait une coupe encore plus basse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous aurons ici la région de l'aile iliaque, tubérosité iliaque, ici la région de l'articulation sacro-iliaque, donc l'aile iliaque, puis ici nous allons tomber sur le sacrum, et au niveau inférieur, eh bien, nous allons trouver le muscle iliaque qui tapisse l'aile iliaque ici. Donc c'est la jonction avec ce que nous avons fait aussi au niveau du pelvis et de la paroi postérieure de l'abdomen. Le muscle iliaque, le muscle psoas ici qui est fusiforme et l'ensemble qui est contenu dans un fascia épais qui est le fascia iliaca. Ça c'est donc une coupe plus basse. Pour nous montrer cette paroi abdominale, on pourrait le détailler plus, mais un petit schéma nous suffira. Et sur cette coupe axiale, nous allons trouver en avant le muscle droit de l'abdomen qui va former ici un ruban antérieur, plus étroit, la partie basse. Voilà le droit de l'abdomen de chaque côté. Et à ce niveau, il n'y a plus de gaine, en tout cas sous le niveau du promontoire, plus de gaine en arrière, la gaine du droit, la ligne blanche. Ici, gaine du droit, ligne blanche. Donc, suivant le niveau, il n'y a plus que le feuillet antérieur, comme nous l'avions dit par ailleurs. Et sur le côté, nous trouvons les trois muscles larges qui s'insèrent sur trois lignes de la crête iliaque qui est ici. C'est-à-dire, nous trouvons l'oblique externe, ici. Puis, nous trouvons l'oblique interne, milieu de la crête iliaque, le plus épais. Et enfin, bord médial de la crête iliaque, nous trouvons le transverse. Et je laisse là volontairement un peu d'espace. Et ces trois muscles sont donc recouverts ici par le fascia superficialis. Puis, en arrière, ce serait la masse des muscles, et je ne rentre pas dans le détail, des muscles glutéaux que nous avons ici. Donc, plus on descend, plus la paroi postérieure se retrouve très proche de la paroi antérieure pour finalement être accolée puisque le psoas passe sous le bord inférieur de l'oblique externe.
nous pouvons représenter le plan cutané ici, et simplement pour cette coupe toute basse, vous voyez qu'ici la paroi abdominale antérieure est devenue extrêmement réduite et qu'en arrière, c'est le système osseux, c'est l'aile iliaque tapissée par le psoas, l'iliaque et les muscles glutéaux. Et où allons-nous trouver les vaisseaux et les nerfs? Eh bien, nous les trouvons toujours à ce niveau-là, entre l'oblique externe et l'oblique interne. Voilà ici un nerf intercostal. Et au point de vue artériel, eh bien, nous aurions ici l'artère épigastrique inférieure qui est à la face postérieure du droit avec deux veines ici, épigastriques inférieures. Simplement pour rappeler ici donc une coupe basse de cette paroi abdominale et où on retrouverait toujours l'élément nerveux entre l'oblique interne et l'oblique externe. Et puis l'ensemble est tapissé par un fascia qui est le fascia transversalis, et fascia transversalis qui lui vient toujours exister à la partie basse comme nous l'avions vu. Ce petit schéma. Ensuite, quelques éléments sur la partie la plus superficielle du corps. Donc, deux petits schémas également. Nous allons tout d'abord voir les nerfs cutanés superficiels sur une petite vue. Donc, nous avons ici, on va placer la région thoracique, avec ici les contours du thorax qui viennent nous mener à la région du processus xiphoïde. Je ne rentre pas dans la description ici précise du thorax, ce n'est pas l'objectif. Puis nous allons avoir ici les épines iliaques antérieures et supérieures. Puis nous aurons la région de la symphyse pubienne. Entre les deux, nous avons le ligament inguinal. Et nous allons représenter donc les contours ici cutanés, la région de l'ombilic et de la ligne blanche. Simplement, c'est ici une vue très superficielle, c'est-à-dire que nous sommes en superficie du fascia superficialis. Donc, on enlève la peau, ça s'enlève comme un lapin, c'est-à-dire que ça se décolle, pas aussi bien que sur un lapin, mais ça se décolle bien le plan adipeux. Et il ne faut surtout pas l'enlever tel que, parce que tous les vaisseaux perforants arrivent par là. Si vous décollez la peau du fascia, vous allez faire des nécroses. Il faut donc, bien sûr, être extrêmement attentif à ce niveau. On va voir ici en relief, à travers la gaine et à travers le fascia, nous voyons le relief des muscles droits dans leur gaine des droits, et ici, le fascia qui recouvre la partie latérale de l'abdomen. Donc, c'est une vue très superficielle, comme nous l'avions fait un petit peu pour les membres, et l'ensemble vient être perforé ici par l'ombilic qui est au niveau de L4. Ombilic L4, et c'est aussi le niveau de la bifurcation aortique. Donc, ceci est bien sûr un repère extrêmement important. L4 ombilic, sommet de la crête iliaque, ça c'est l'épine iliaque antérieure et supérieure, le sommet remonte plus haut. Et donc on peut rappeler qu'il y a là bien sûr la bifurcation aortique. Nous sommes là sur quelque chose qui est entièrement recouvert de fascia. Plus haut, ce serait la jonction avec la paroi thoracique, où nous aurions le fascia exothoracique, mais aussi où nous aurions bien sûr les reliefs des muscles pectoraux qui vont aller ici sur les côtés. Donc voilà le fascia, donc juste sous le plan cutané, et nous pouvons voir arriver les rameaux perforants, qui sont des rameaux artériels perforants et qui sont des rameaux nerveux perforants. Ce sont ici principalement ces rameaux perforants cutanés que nous voyons arriver à intervalles réguliers ici. Voilà ces rameaux perforants cutanés qui arrivent dans la région, et ils arrivent également de chaque côté du muscle droit de l'abdomen. Donc là, bien entendu, c'est une dissection particulière dans le tissu adipeux où on a ces branches cutanées qui sont là, bien sûr, des branches strictement sensitives à distinguer des branches motrices. Donc voilà l'arrivée de ces faisceaux sensitifs. Donc cutané, nerf cutané, branche des nerfs intercostaux jusqu'au 12e, nerf subcostal, et aussi du nerf ilio-inguinal. Si nous regardons maintenant les perforantes artérielles, elles seront beaucoup plus aléatoires, et nous allons trouver ici des petites perforantes qui vont être des perforantes cutanées,
et qui vont venir former un réseau plus ou moins complexe qui rejoint en profondeur le système épigastrique. Et les veines elles-mêmes vont avoir cet aspect beaucoup moins systématisé, mais je vais terminer par cet élément sur le plan veineux. Donc on pourrait ici mettre donc un certain nombre de petites veines, mais insister sur quelque chose qui n'est pas obligatoirement normal, mais qui est important en pratique. Eh bien, si l'on reprend ici à nouveau cette paroi abdominale, un tout petit schéma, processus kyphoïde, le thorax, la paroi abdominale, ici donc les contours cutanés, la région glutéale, la région de l'ombilic. Eh bien, quand on prend les veines sous-cutanées, veines subcutanées, c'est un réseau qui est peu systématisé et qui vient se drainer par des perforantes vers la région profonde à différents niveaux. Mais ce qui est intéressant dans ces veines subcutanées de l'abdomen, c'est deux aspects pathologiques. Il peut arriver assez fréquemment qu'une veine soit le siège d'une petite phlébite localisée, et donc vous allez sentir un cordon veineux, ici, qui va venir se dilater, être douloureux, et cette petite phlébite, c'est ce qu'on appelle la maladie de Mondor. Donc c'est localisé en général sans gravité et ça va passer tout seul. Donc on peut avoir tout d'un coup apparition d'un petit cordon dur et douloureux dans la paroi qui correspondra à une phlébite localisée d'une veine superficielle de l'abdomen. Là aussi, ces veines subcutanées de la paroi abdominale sont sans équivalent artériel, c'est comme au niveau des membres. Mais surtout, ce qui existe, c'est par les veines de la paroi abdominale des possibilités d'anastomose porto-cave. Donc ces anastomoses porto-cave, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment avec les veines œsophagiennes, avec les veines rectales et les hémorroïdes. Et ici, il y a une autre zone où on peut avoir des anastomoses porto-cave. Alors, anastomoses porto-cave, elles ne sont pas naturelles. Et surtout, ces anastomoses vont pouvoir se développer et se dilater, former des varices, lorsqu'il y a une hypertension portale. Confère le cours sur le foie, j'en redirai un tout petit mot. En l'occurrence, je vous rappelle que quand on regarde le foie, ici, si on fait juste une vue isolée antérieure du foie, voici ici le foie, le lobe droit, ici l'incisure vésiculaire, le lobe gauche. Nous avons ici donc ce foie en vue antérieure et nous avons bien sûr la veine porte qui arrive, qui est le pédicule principal, qui draine tout le sang, digestif, voilà la veine porte. Et nous avons un cordon fibreux ici, qu'on appelle le ligament rond du foie. Ce ligament rond du foie, on en a déjà parlé, il part ici de la face inférieure du foie et il rejoint la paroi abdominale pour rejoindre l'ombilic. Donc c'est ici le ligament rond du foie. Ce ligament rond du foie, c'est un vestige fibreux, c'est le vestige fibreux de la veine ombilicale. C'est-à-dire que ce ligament est une veine jusqu'à la naissance et quand on ligature le cordon ombilical, eh bien, ça s'obture. Donc, nous avons ici le foie et nous avons à la face postérieure, ici, ce ligament rond. Eh bien, quand il existe une hypertension portale, notamment c'est le cas de cirrhose, de fibrose du foie, le sang dans la veine porte ne passe pas et va essayer de se détourner. Eh bien, il va pouvoir se détourner vers le système cave par une reperméabilisation ici du ligament rond qui redevient veineux. Et donc on a du sang qui, au lieu d'aller dans le foie où il y a une hypertension portale, eh bien, hypertension portale, HTP, hypertension portale, eh bien, vient reperméabiliser ici le ligament rond. Et du coup, le sang va passer dans les veines subcutanées et repartir vers des réseaux de la paroi et donc vers le système azygos et formant ici un aspect particulier de varice
de varices qui viennent converger au niveau de l'ombilic. Donc ceci est bien une situation pathologique. Il y a aussi parfois quelques malformations, quelques anomalies où le ligament rond ne se ferme pas. Donc là, on est bien en pathologie, et c'est ce qu'on appelle l'aspect en tête de méduse. Cet aspect en tête de méduse, très souvent, vous avez souvent un épanchement péritonéal aussi, donc vous avez un gros ventre, mais ça va être pas toujours, ce qui va être très caractéristique, c'est que ces veines de la paroi abdominale qui normalement ne se voient pas, viennent ici être dilatées, converger et former l'aspect de tête de méduse. Ceci va être tout à fait révélateur, donc de veines qui normalement sont fines et ne se voient pas, révélateur d'un problème d'hypertension portale, cirrhose, tumeur hépatique ou autre. Donc voici pour ces quelques éléments superficiels. Donc, nous avons terminé ici pour ces vaisseaux et ces nerfs. Ce sont des notions que nous avions placées d'un point de vue général, mais qu'il est important de voir aussi d'un point de vue topographique, notamment pour les différents types d'incisions que l'on pratique, et d'autre part pour les blocs, infiltrations anesthésiques que l'on fait donc entre l'oblique interne et le transverse. Je vous remercie pour votre attention.